Voilà, on a Stéphane Algat qui est là. Vous m'entendez? Oui, bonjour, je vous entends très C'est très bien, parfait. vous aussi? Ça marche très bien. Merci beaucoup. Oui, alors voilà, la technique nous permet de communiquer avec. C'est Washington, New York, c'est. C'était Washington, oui. Voilà, c'est Washington. Voilà. Donc Stéphane Algat, il est économiste en chef pour le climat à la Banque mondiale et il nous fait l'honneur de participer à cette réunion avec nous et je lui laisse la parole, notamment pour parler d'un sujet qu'on n'a peut-être pas totalement abordé, qui est celui du développement. Voilà, merci. Je vous laisse la parole. Merci. Donc, pas plus de 25 minutes pour laisser un peu de temps à des questions. Entendu, merci beaucoup et l'honneur est tout mien parce que je suis très heureux d'être avec vous, entre guillemets, aujourd'hui. Un peu déçu de ne pas pouvoir être dans la salle physiquement et de ne pas pouvoir avoir écouté mes collègues et le début de la journée. J'espère que je ne vais pas répéter des choses qui vous ont été dites, mais malheureusement, j'ai vraiment dû repartir à Washington et je n'ai pas pu rester en France pour cet événement. Donc, très rapidement, ma position à la Banque mondiale est celle d'économiste en chef pour le climat. Une grosse partie de mon travail est de superviser tout ce qui est analytique sur comment le changement climatique et le développement interagissent. Et évidemment, l'objectif, c'est d'informer les actions de la Banque mondiale pour aider les pays dans lesquels on travaille, qui sont tous les pays à revenus bas et intermédiaires, à prendre en compte le changement climatique dans leur développement. Et donc, il y a un aspect très fort gestion des risques et faire en sorte que le développement soit adapté au climat futur. Et il y a évidemment un aspect réduction des émissions avec le support qu'on apporte aux pays pour atteindre les objectifs qui se sont fixés eux-mêmes dans le cadre de l'accord de Paris de réduction des émissions. Donc évidemment, aujourd'hui, je vais parler principalement de la partie adaptation et résilience, mais on a aussi une très grosse activité sur la réduction des émissions. Voilà, rapidement, on a à peu près 45% des prêts que la Banque mondiale octroie au gouvernement, qui sont des prêts qui ont ce qu'on appelle des co-bénéfices pour le climat. Donc à peu près 45% des actions de développement que l'on supporte sont des actions de développement qui ont aussi des bénéfices en termes de résilience, d'adaptation ou en termes de réduction des émissions. Et ces actions-là sont informées par beaucoup de recherches, beaucoup d'études sur le développement, et c'est sur ces études-là que je vais me baser pour cette présentation. Donc, je vais essayer, voir si la technique continue d'être avec nous, de partager quelques slides avec vous. Alors, j'espère que vous voyez mon écran correctement. Je ne sais pas si vous pouvez me confirmer que tout va bien. Oui, ça marche, c'est parfait. Ça marche. Très bien. Et donc, je vais commencer d'abord par le fait que quand on parle de développement, notamment à la Banque mondiale, on commence toujours par parler de pauvreté. L'objectif, le mandat de la Banque mondiale, c'est de soutenir un monde sans pauvreté. Et donc, je vais commencer cette discussion sur les liens entre adaptation et développement par une discussion sur la pauvreté. Et je vais partir d'un cas très concret qui est des zones côtières indiennes pour expliquer un peu comment on a commencé à s'intéresser en fait à ces questions de changement climatique en partant de notre mandat de réduction de la pauvreté. Alors, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec ces questions-là, mais quand on travaille sur la pauvreté à la Banque mondiale, on a une classification qui est ridiculement simple. Alors, elle a été beaucoup attaquée parce qu'elle a été ridiculement simple, mais en gros, on compte le nombre de personnes vivant dans la pauvreté et on le fait en fonction de leur consommation, c'est-à-dire combien d'argent ils dépensent chaque jour. Et il y a une ligne qui aujourd'hui est à 3 $ par jour. Si vous consommez moins de 3 $ par jour, vous êtes dans ce qu'on appelle la pauvreté extrême. Si vous dépensez plus, vous êtes en dehors de cette catégorie-là. Et ce qu'on
on réalise, c'est que donc, le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté a diminué dans le temps. Aujourd'hui, on est autour de 9%, et c'est un chiffre qui a baissé très rapidement dans les 20-30 dernières années. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, si on veut réfléchir à l'interaction avec les risques naturels, avec le changement climatique et avec l'environnement plus généralement, c'est que le mouvement des gens qui sortent de la pauvreté n'est pas du tout un mouvement qui va dans une seule direction. Et donc ici, je vais utiliser une étude qui a été faite sur 25 ans dans des villages d'Andhra Pradesh. Sur ces 25 ans, vous avez 14% de la population de ces villages qui sont sortis de la pauvreté. Mais dans le même temps, vous avez 12% de la population qui n'étaient pas pauvres au début et qui sont tombés dans la pauvreté. Et donc en fait, quand on parle de réduction de la pauvreté, quand on parle de développement et du fait que en moyenne, on a une amélioration, enfin une augmentation du niveau de vie de la population mondiale, il faut bien prendre en compte du fait qu'on parle d'un effet net qui est assez faible par rapport à des flux qui sont très très élevés, qui sortent et qui rentrent dans la pauvreté. Et ça, c'est important pour comprendre l'impact du changement climatique, parce que ce flux qui redescend dans la pauvreté, s'il passe de 12% à 13%, eh ben on divise par 2 la réduction de la pauvreté. De la même façon, si le flux qui aide les gens à sortir de la pauvreté, il passe de 14% à 13%, ben encore une fois, on divise l'effet net par 2. Et donc, en fait, des effets relativement faibles sur les opportunités offertes aux gens ou sur les chocs qui vont les ramener dans la pauvreté sont suffisantes pour avoir un impact extrêmement élevé sur les effets nets. Et ici, là, ce qui est intéressant dans cette étude indienne, c'est que vous avez par exemple les sécheresses ou les problèmes agricoles qui sont impliqués dans à peu près 45% des cas de personnes retombant dans la pauvreté. Et donc, on voit bien, si ces choses-là deviennent plus fréquentes, plus intenses, eh bien, on a immédiatement un effet sur la réduction de la pauvreté qui peut être assez important. Alors, si je recule un petit peu et qu'au lieu de regarder l'Andhra Pradesh, maintenant je regarde les enquêtes ménages qu'on fait à l'échelle globale, et si on demande aux gens qui sont dans la pauvreté pourquoi vous êtes dans la pauvreté, les gens ils vont vous parler de 3 choses. Ils vont vous parler des prix de la nourriture ou bien des impacts sur la production agricole. Ils vont vous parler de catastrophes naturelles comme les sécheresses, les inondations et les tempêtes. Et ils vont vous parler de santé, de maladies. Évidemment, ces chocs-là, ils interagissent parce que vous pouvez avoir une sécheresse qui va faire augmenter les prix de la nourriture et créer des problèmes de santé. Donc tout ça, c'est difficile de trier, etc. Mais ce qui est important de comprendre, et là, je n'ai pas utilisé de modèle, j'ai juste demandé aux gens pourquoi est-ce que vous êtes dans la pauvreté. Ils vont me citer 3 chocs, et pour ces 3 types de chocs, on s'attend à ce qu'ils augmentent en raison du changement climatique. Et donc même avant de faire des études très sophistiquées, on a évidemment cette idée que le changement climatique va être extrêmement important sur la réduction de la pauvreté dans le futur. Et c'est vraiment par là que la Banque mondiale, dont le mandat n'est pas un mandat environnemental, mais un mandat de réduction de la pauvreté et de développement, s'est mis à regarder ces questions de climat, parce que c'est important pour notre mandat. Alors, je vais faire un petit détour sur les travaux qu'on fait pour essayer de quantifier l'impact futur du changement climatique sur la pauvreté, en vous parlant un tout petit peu des méthodes qu'on utilise, parce que c'est important de comprendre d'où ça vient et surtout les limites. Donc la façon dont on fait ce travail-là pour quantifier l'impact futur, c'est on part d'enquête ménage. Donc on regarde les gens aujourd'hui, et donc en fait vous pouvez décrire une population. Alors par exemple, je prends le Malawi. Vous pouvez décrire la population du Malawi avec une enquête ménage. Donc vous avez des familles avec des personnes âgées, des personnes qui travaillent, des personnes qui ne travaillent pas, des enfants. Chaque famille, elle a un poids, donc ce qu'elle représente dans la population du pays, et un revenu pour la famille. Et donc, pour essayer de penser aux impacts du changement climatique, par exemple, à l'échéance de dans 5 ans, 2030, vous avez en fait des scénarios qui regardent comment est-ce qu'on s'attend à ce que cette composition de la population change. Alors, par exemple, vous avez dans beaucoup de pays une baisse de la natalité, et donc en fait, les familles avec peu d'enfants, on s'attend à ce qu'elles aient un poids plus grand dans la population future, et les familles avec beaucoup d'enfants, un poids plus faible. Vous avez moins de gens qui travaillent dans l'agriculture, donc on s'attend à ce que le poids des familles qui travaillent dans l'agriculture décroisse et le poids des familles qui travaillent dans les services croisse. Et donc vous avez, en gros, comment vous vous attendez à ce que votre population évolue d'ici à 2030. Et ensuite, famille par famille, on va venir mettre les impacts du changement climatique qu'on attend à cette échéance-là.
Donc là, j'ai une liste, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais ce qu'on s'attend de l'augmentation des prix de la nourriture, ce qu'on attend de la perte de revenus pour les agriculteurs, les impacts de la température sur la productivité pour les agriculteurs, mais aussi les gens qui travaillent par exemple dans le tourisme ou dans la construction, les catastrophes naturelles et la santé, et notamment ici on regarde beaucoup malaria, tout ce qui est maladies liées à l'eau et donc qui sont en général liées aux diarrhées, et l'impact sur la croissance physique et intellectuelle des enfants, notamment liée à la sous-nutrition. Alors, c'est des choses qui sont relativement simples, on ne capture pas tous les détails. Là encore, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est juste pour vous dire, on est très très loin d'arriver à capturer tous les impacts qui sont probables dans le futur, mais on prend ce qu'on sait quantifier, et on met ça dans nos projections pour comment les populations vont évoluer. On fait ça dans tous les pays. Et donc, voilà une carte des effets sur la population vivant dans la pauvreté extrême en 2030. Donc là, on compare un monde. Donc en 2030, le changement climatique, on sait à peu près ce que c'est. Hein, ce qu'on va faire sur les émissions entre maintenant et 2030, il y a trop d'inertie dans le système pour que ça ait un impact important. Donc il n'y a pas vraiment d'incertitude de ce côté-là. On compare ça à un monde dans lequel le climat serait resté le climat de la période 1980-2000 à peu près. Et donc, on se retrouve avec une augmentation du nombre de personnes vivant dans la pauvreté extrême, selon les scénarios, entre 40 et 130 millions de personnes. Et vous voyez évidemment, alors les pays en gris, c'est les pays dans lesquels on n'a pas les données pour faire ce travail-là. Vous voyez qu'on manque quelques pays importants, hein, notamment des pays africains. Mais vous avez en nombre absolu le Nigeria et l'Inde, évidemment, qui sont particulièrement importants. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, et cette figure est absolument horrible en termes de communication scientifique. Donc, je vais juste vous la décrire rapidement. Ce que je vous ai montré ici, c'est de la modélisation. Comme on a déjà un changement climatique qui se produit et comme on a de la variabilité du climat, on peut aussi regarder ce que nous disent directement les données. C'est-à-dire, est-ce qu'on voit que quand il fait plus chaud ou quand le climat change plus, on a plus de gens dans la pauvreté. Et c'est une étude qu'on vient juste de sortir au mois de décembre, qui montre que ce n'est pas seulement dans les modèles qu'on voit cet impact du changement climatique sur la pauvreté, mais maintenant on commence à le voir aussi dans les données. Alors de manière intéressante, à gauche ici, vous avez, si vous faites l'étude à l'échelle du pays, et en fait si vous faites à l'échelle du pays, en fait on ne voit pas grand-chose, et c'est parce que les pays sont en général assez grands, et il y a des contextes très différents, et donc en fait le fait de regarder pays par pays vous fait perdre du signal. Par contre, quand on fait l'étude à l'échelle, donc là on est à l'échelle administrative 1, donc l'équivalent des régions en France, là on voit déjà l'impact des températures plus élevées sur la pauvreté, et notamment la pauvreté la plus extrême. Donc on le voit moins sur des pauvretés moins extrêmes, mais sur des pauvretés très extrêmes, on le voit, et on voit des impacts qui sont extrêmement concentrés géographiquement. Donc c'est vraiment les plus pauvres, les plus vulnérables qui aujourd'hui sont les plus affectés. Si on fait avec ces chiffres, donc basés sur des données et pas sur des modèles, une estimation, on extrapole à 2030, on trouve entre 60 et 100 millions de personnes dans la pauvreté en raison du changement climatique en 2030. Donc vous voyez, on est dans le GIEC, on parle souvent d'utiliser différentes lines of evidence, donc utiliser des méthodes très différentes pour essayer de voir si on trouve la même chose. Ici, en utilisant des méthodologies qui sont absolument déconnectées, complètement différentes, on arrive à trouver des ordres de grandeur qui sont à peu près le même, donc de l'ordre de 50 à 100 millions de personnes dans la pauvreté à très court terme, donc 2030. Je sais que ce n'est pas facile de se représenter ces chiffres-là. Pour moi, une comparaison qui est utile, c'est de comparer avec Covid. Donc en gros, l'effet de Covid et de la réponse à Covid, ce qu'on a observé entre 2019 et 2021, c'est une augmentation de la pauvreté extrême dans le monde de l'ordre de 100 millions également. Et donc ce que vous avez en 2030 en raison du changement climatique, c'est à peu près équivalent à la crise Covid qui, dans les pays en voie de développement, a été une catastrophe. Donc la pauvreté vous donne un peu un ordre de grandeur, mais l'impact a été absolument immense. Donc on parle ici de la même chose. Et encore une fois, on parle de 2030, donc on parle de choses à très très court terme, et évidemment des choses qui vont augmenter au fur et à mesure du temps avec des impacts qui deviennent plus élevés.
Donc là, on a clairement un motif d'inquiétude. Cette carte-là vous montre, donc tout à l'heure, les deux pays qui sortaient, c'était l'Inde et le Nigeria. Mais évidemment, c'est parce que c'est des pays qui ont des populations très importantes, donc les chiffres sont aussi très importants. Si on regarde en relatif, vous n'allez pas être surpris, hein, vous trouvez l'Afrique subsaharienne comme étant la zone la plus touchée, avec des augmentations de la pauvreté. On parle de entre 5 et 7% de la population des pays qui seraient dans la pauvreté en 2030 en raison du changement climatique. Et vous voyez également le Pakistan et le Bangladesh. Là encore, pas d'énormes surprises, qui sont des pays particulièrement touchés. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais une chose qui me paraît importante de savoir, c'est que l'impact le plus important, il passe par les prix de la nourriture. Alors ça, évidemment, dans les pays riches, c'est très différent, mais des gens qui vivent dans ou proche de la pauvreté dans les pays en voie de développement vont dépenser entre 60, 70, 80% de leur argent pour se nourrir. Et donc, évidemment, si vous avez une augmentation des prix de la nourriture de 10%, vous avez un effet sur la consommation de ces gens-là qui est très important, et vous avez un effet sur la pauvreté qui est très élevé. C'est des choses qu'on a vues, par exemple, sur la crise des prix alimentaires en 2007-2008. Et donc ça, c'est quelque chose qui me paraît très important à garder en tête, parce qu'on pense aux agriculteurs. En fait, pour les agriculteurs, les choses ne sont pas aussi noires, parce que si vous avez une perte de production agricole, vous avez une augmentation des prix agricoles, et donc vous pouvez avoir des revenus qui augmentent. Les gens qui sont vraiment touchés, c'est les gens qui vont consommer la nourriture, et donc notamment les pauvres en zone urbaine, qui sont des purs consommateurs de nourriture. Et ça, c'est aussi important, parce que ces impacts-là, ils ne sont pas seulement pays par pays. Il y a un impact très fort des prix de la nourriture à l'échelle globale. Et donc, savoir comment le monde s'organise pour produire de la nourriture et la rendre abordable pour les pays et les gens les plus pauvres, c'est quelque chose qui est essentiel et qui demande de la coordination à l'échelle internationale. Alors, vous avez peut-être remarqué que la coordination à l'échelle internationale est sous pression en ce moment. Une grosse inquiétude, c'est évidemment l'impact sur les prix de la nourriture pour ces personnes extrêmement fragiles. C'est le canal par lequel le changement climatique impacte le plus la pauvreté, au moins à l'horizon de 2030. Alors ici, je vous ai parlé de comment le changement climatique allait affecter la pauvreté, et c'est la raison pour laquelle, en tant que Banque mondiale, en tant qu'organisation de développement, on a besoin de s'occuper du changement climatique. Maintenant, je vais dire un mot sur l'inverse, c'est-à-dire le fait que les gens qui vivent dans la pauvreté sont les plus exposés et les plus vulnérables. Alors, ça paraît évident, mais c'est quand même un sujet extrêmement important. La façon dont on l'a regardé dans l'étude que je vous ai montrée avec de la modélisation de l'impact du changement climatique sur la pauvreté, c'est que je vous ai dit qu'il fallait d'abord regarder comment la population allait changer entre maintenant, c'est des études qui ont maintenant une dizaine d'années, mais entre maintenant et 2030. Ce qu'on peut regarder comme exercice, c'est se dire qu'est-ce qui se passe si en 2030, on a un développement qui est rapide, qui est inclusif, c'est-à-dire que les pauvres en profitent, si on a un développement qui vient avec de l'accès aux services, donc par exemple l'accès à des soins de santé, l'accès à de l'énergie, l'accès à de la climatisation, à de l'eau et de l'assainissement, et aussi la couverture par des systèmes de protection sociale, le fait que si vous êtes malade par exemple, vous allez avoir un système de protection sociale qui va venir vous aider. Donc on peut imaginer des scénarios dans lesquels on a le développement qu'on aimerait bien voir, un développement qui réduit la pauvreté, un développement qui profite à tous, et des scénarios dans lesquels on a un développement qui est moins rapide et qui est moins inclusif, donc qui laisse des populations dans la pauvreté. Et ce qu'on voit, c'est que si votre scénario de référence sans changement climatique, il est optimiste, vous allez avoir un impact du changement climatique qui est à peu près la moitié de si votre scénario il est pessimiste. Alors aujourd'hui, on est clairement dans le scénario pessimiste. Ça, c'est des choses qu'on a faites il y a quelques années. À l'époque, on était plus optimiste que maintenant. Là, on est très clairement dans le scénario qui était le plus pessimiste, notamment en raison de Covid, qui nous a mis vraiment un gros coup sur les progrès dans les pays en voie de développement. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, comme on a cette interaction où les gens pauvres sont plus vulnérables et sont touchés par le changement climatique et donc ils restent pauvres, en fait, la façon dont moi je vois ce problème-là, c'est une course. Vous avez les impacts du changement climatique qui augmentent et qui vont toucher les plus pauvres. Vous pouvez investir dans ces gens-là pour qu'ils deviennent moins pauvres et qu'ils puissent avoir une meilleure vie. Et si vous ne le faites pas assez vite, ça devient de plus en plus dur parce que vous avez les impacts du changement climatique qui vont venir rendre la sortie de la pauvreté plus difficile.
Et donc, il y a une urgence à sortir les gens de la pauvreté pour que, quand les impacts du changement climatique vont devenir plus élevés, ils soient armés pour y répondre. Et évidemment, cette course, on n'est pas en train de la gagner à l'heure actuelle. Alors, on a, pour essayer de créer une dynamique où on crée une volonté, où on suit les progrès pour essayer de créer une pression sur le fait qu'il faut qu'on aide les populations les plus pauvres à être mieux préparées et moins vulnérables. On a créé l'année dernière cet indicateur où on compte le nombre de personnes à risque élevé. Donc c'est un nouvel indice qui est maintenant l'un des 5 indicateurs que la Banque mondiale suit chaque année pour suivre les progrès dans le monde. Donc de la même façon qu'on suit les progrès de la pauvreté, on suit aussi maintenant les progrès sur le nombre de personnes vivant à haut risque de changement climatique ou de catastrophes naturelles. Et alors c'est intéressant parce qu'on a fait la même chose qu'avec la pauvreté extrême, c'est-à-dire on a mis la barre très très haut ou très très bas, ça dépend comment vous comptez, mais ces gens qu'on dit à haut risque, ils sont vraiment à haut risque. Et je m'attendais pas du tout à ce que quand on compte les gens vraiment à risque, on arrive à 1,2 milliard de personnes sur la planète. Donc vous avez les chiffres ici, c'est 1 personne sur 5 dans le monde qui sont non seulement exposées soit aux cyclones, soit aux sécheresses, soit aux inondations, soit aux vagues de chaleur, mais qui aussi n'ont pas accès aux outils qu'il faut pour pouvoir gérer ces chocs. Et vous voyez ici, vous avez par région, en gris, c'est les populations totales, en bleu, c'est les populations exposées, donc les gens qui subissent ces chocs le plus, et en rouge, vous avez les gens qui non seulement sont exposés, mais aussi n'ont pas les moyens de faire face. Et alors, vous voyez, en Europe ou en Amérique du Nord, vous avez des gens exposés, mais il y a très peu de gens qui n'ont pas les moyens de faire face. Si vous regardez en Afrique subsaharienne, les gens qui sont exposés aussi n'ont pas les moyens de faire face. Donc vous avez ici les populations en Asie du Sud, notamment, et en Afrique subsaharienne, qui sont extrêmement vulnérables. Alors, ce qu'on voit ici, vous avez le PIB par capita, le PIB par tête, pardon, en axis, et la fraction de la population à haut risque. Vous voyez clairement, les pays les plus pauvres sont les pays qui ont des populations plus exposées. Donc, rendre les pays pauvres plus riches, on espère, peut contribuer à la réduction de la population qui vit dans ces risques très élevés. Et si on regarde les 10 dernières années, eh ben, cette population à risque très élevé, elle a baissé, et elle a baissé à peu près de moitié, et elle a baissé grâce au développement. Elle a baissé parce qu'on a fait beaucoup de progrès sur l'accès à la santé, on a fait beaucoup de progrès sur l'accès à l'eau potable et l'assainissement, on a fait beaucoup de progrès sur le développement des systèmes de protection sociale dans le monde. Et donc, on a, dans les 10 dernières années, un progrès. Donc, le début de ma présentation est extrêmement négative et pessimiste. En même temps, il faut reconnaître qu'il y a aussi un progrès qui est extrêmement important, qui a été notamment tiré par le progrès en Asie du Sud, qui est beaucoup le progrès au Bangladesh et en Inde, où la population à risque a baissé de manière extrêmement élevée. Donc tout n'est pas noir, mais aujourd'hui, quand on crée de la résilience, quand on réduit la vulnérabilité des plus pauvres, on le fait en général grâce au développement. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais je voulais finir quand même sur le fait que le développement est important pour réduire la vulnérabilité, mais pas n'importe quel développement. Et c'est là où notre travail, c'est pas seulement d'accélérer le développement, mais aussi de faire en sorte que ce soit un développement qui fasse de la résilience. Ici, c'est une étude qu'on a sortie il y a quelques années qui regarde pour toutes les villes du monde si elles grossissent plus dans les zones inondables ou dans les zones sûres, dans les zones non inondables. Et ce qu'on trouve, c'est qu'en particulier dans les pays à revenus intermédiaires, les villes grossissent beaucoup plus vite dans les zones inondables. Et donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de créer les risques de demain en laissant les villes se développer dans les zones à risque. Et donc, je vous disais que le développement, la croissance du PIB, etc., c'est des choses qui rendent les populations moins vulnérables et plus résilientes. Mais en même temps, chaque point de PIB ne vous donne pas la même résilience. Si vous faites en sorte que vos villes croissent dans les bonnes zones, vous avez évidemment beaucoup plus de résilience. Et donc, ce n'est pas seulement avoir du développement économique et avoir de la réduction de la pauvreté, c'est aussi comment on le fait. Et c'est une des choses qu'on essaye d'aider les pays à faire. Même chose sur le développement des infrastructures. Aujourd'hui, on construit des infrastructures qui ne sont pas résilientes. Et donc, on a des coûts
dans les pays en voie de développement de l'ordre de 20 milliards par an de réparations dont on n'aurait pas besoin. Et on a des coûts de l'ordre de 400 à 700 milliards par an en raison des problèmes d'infrastructure qui viennent toucher les entreprises, qui viennent toucher les familles, parce qu'on construit des infrastructures qui ne sont pas les bonnes infrastructures. Donc oui, le développement permet de réduire la vulnérabilité, mais aujourd'hui, on est très très loin de capturer tout ce bénéfice parce qu'on construit dans les mauvais endroits et on construit avec pas suffisamment de résilience. Donc je vais finir avec ce framework qu'on utilise ici pour essayer de penser l'adaptation et la résilience, en disant si on veut réduire les impacts du changement climatique sur les populations via de la résilience, je laisse de côté le fait que si on ne fait pas le travail sur la réduction des émissions, tout ça marche à court terme, mais à long terme, on atteint toujours les limites de ce qu'on peut faire avec de l'adaptation et de la résilience. J'en parle pas, mais c'est évidemment central dans notre approche. Mais si vous pensez à ce qu'on peut faire en termes d'adaptation, de résilience, de vulnérabilité pour réduire les impacts futurs du changement climatique, vous avez besoin de faire 3 choses. Vous avez besoin d'accélérer le développement parce que les gens qui vivent dans la pauvreté seront toujours vulnérables. Il n'y a pas d'adaptation qui va rendre quelqu'un qui vit avec 3 $ par jour résilient, ça n'existe pas. Avec 3 $ par jour, vous n'avez pas accès à l'eau potable, vous n'avez pas accès à la santé, vous n'avez pas accès à l'éducation. Donc si on ne réduit pas la pauvreté, il y a très peu de choses qu'on peut faire pour la résilience. Donc il faut continuer à faire ce travail de réduction de la pauvreté. Et évidemment, l'aide au développement ici, malgré toutes les critiques qu'on entend, joue un rôle extrêmement important, notamment pour les plus pauvres. Deuxième volet, il faut que ce développement, il soit un développement qui fabrique de la résilience. Et pour ça, il faut qu'il soit inclusif. Donc il ne faut pas que les plus pauvres soient laissés de côté, ce qu'on voit dans beaucoup de pays. Et il faut que quand on construit des villes, des infrastructures, des systèmes, ce soit des systèmes qui tiennent compte du fait qu'on a le changement climatique qui arrive et plus généralement qu'il y a des risques naturels et des risques environnementaux. Je n'ai pas parlé de pollution atmosphérique, mais ça tue 7 à 9 millions de personnes par an. Donc évidemment, il faut que notre développement il protège les gens face à ces impacts-là. Et puis il y a un dernier volet qui est même si vous faites le plus de développement et le développement qu'il faut, vous avez quand même besoin de choses qui sont de l'adaptation, qui sont vraiment de l'adaptation, des choses qui ne visent qu'à faire de l'adaptation. Par exemple, on a trop construit dans les zones côtières inondables, donc il faut faire des systèmes de protection pour ces gens-là. Et ce qui est intéressant de mon côté, et en faisant une présentation à Paris, entre guillemets, c'est que quand vous êtes dans un pays riche, j'ai participé par exemple au premier plan d'adaptation français, quand vous êtes dans un pays riche, vous avez déjà les gens qui ont accès aux infrastructures, vous avez déjà des normes de construction qui peuvent toujours être améliorées, mais ça va quoi. Et donc l'essentiel de la discussion, elle va être sur faire de l'adaptation. Si vous êtes au Mali, ça va être très très différent. En général, on ne fait pas de l'adaptation, on fait du développement résilient et on fait des choses qui ne servent pas seulement à s'adapter au changement climatique ou à faire de la résilience, mais aussi des choses qui servent à faire de la réduction de la pauvreté. Et donc ces choses sont très très imbriquées. La balance entre ces 3 volets est très différente si vous êtes au Mali ou si vous êtes en Finlande. Donc on essaye vraiment d'avoir cette approche qui englobe tout ça pour être plus efficace. Et pour aussi faire en sorte que quand on fait l'adaptation au changement climatique, ce ne soit pas aux dépens du développement et de la réduction de la pauvreté, mais que ce soit des choses qui soient parfaitement intégrées. Voilà, je pense que c'est bien de finir ici, comme ça nous laisse un petit peu de temps. Je ne vois pas du tout la salle, donc j'espère que je vous ai gardé avec moi et je suis très heureux d'écouter vos questions.